Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné, 33e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Au sommaire de ce mercredi 1er mai, vous entendrez des extraits de nos interviews et vous aurez dès ce week-end les versions complètes sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Cinézoom, c'est Cinézoom 2 Gérard Chargé. Donc vous pourrez les entendre dans leur intégralité, ces entretiens que nous avons eus. Aujourd'hui, donc, nous parlons de leurs films qui sont à l'affiche. Vous entendrez donc Antoine Rimbaud et José Bové pour Une affaire de principe, Pascal Bonitzer pour Le tableau volé, Viggo Mortensen pour Jusqu'au bout du monde, Bruna Kusi pour Borderline, Nessim Chikawi, Lucie, Charles Alfred et Maïouna Gay pour Petite main. Artus pour Un petit truc en plus. Il sera aussi question du film Le silence de Cybèle. Une actualité très chargée donc. Et nous vous offrirons des places pour l'avant-première Furiosa aussi, une saga Mad Max qui aura lieu le même jour qu'au Festival de Cannes, le mardi 21 mai à 21h à l'Arplex. Lorsque nous en parlerons de ce film, il faudra composer le 06 09 17 41 64. Restez bien attentifs et à l'écoute. Vous retrouverez aussi dans cette émission Théo, l'analyste, qui nous parlera de Strange Day. Benoît et sa rubrique de cinésique.fr, le spécialiste de la musique de film sur le net. Étant donné que c'est notre 33e émission, eh bien nous allons la consacrer aujourd'hui au chiffre 33, aux bandes originales qui rendent hommage aux plus célèbres docteurs du cinéma. Les bandes originales que vous allez entendre, ce sont nos docteurs qui nous disaient ça, et parfois, il y en a certains qui le disent encore. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ils demandaient de dire 33 ou ils demandent de dire 33? Dans les pays anglo-saxons, c'est la même chose, mais ils ne disent pas 33. Eux, pour qu'il y ait une histoire de consonance, ils disent 99. Les médecins demandaient cela quand ils examinaient avec leur stéthoscope. Ce nombre, et pas un autre, car prononcé, il produit des sons graves. Il provoque en effet une vibration qui se propage dans la cage thoracique et permet d'en savoir plus sur l'état des poumons. Il y avait un film qui s'appelait Dit 33. C'est un film qui est daté de 1958 de Camille Mastrocinque, un film franco-italien avec Pierre Mondy, Darry Cole et Vittorio De Sica. Nous commençons tout de suite avec une bande originale qui rend hommage au docteur célèbre du cinéma. Vous connaissez tous Dr Jekyll et Mr Hyde. Eh bien, Jerry Lewis en avait fait une version comique en 1963. Il avait réalisé le film, il jouait dedans. Il interprétait une chanson dans le film, la chanson de Dr Jerry et Mr Love, composée par Walter Scharf. Et bien sûr, c'est Jerry Lewis qui est au piano et qui chante. Black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down, down, down I go, round, round, round I go like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate has me created for. Baba-doo-boo, we, and every time your lips meet mine, baby, down and down and down I go, round and round and round I go, in a spin, loving the spin that I am in, under that old black magic called, old black magic called, old black magic called love, love, love. Benoît et sa rubrique de cinésique.fr, le spécialiste de la musique de film. Bonjour à Bonjour tous et Benoît. tous. Le coup de cœur musical de Cinésique cette semaine, parmi les films à l'affiche, concerne une comédie de Pascal Bonitzer, Le Tableau volé. Il s'agit d'une enquête dans le monde de l'art, à la recherche du tableau volé donc, auprès d'un commissaire-priseur, Alex Lutz, chargé d'élucider l'affaire, aidé par son ex-épouse et collègue, Léa Drucker, et par sa fantasque stagiaire, Louise Chevillotte. Le scénariste et cinéaste Pascal Bonitzer forme un tandem régulier avec son compositeur Alexei Haigui depuis leur rencontre en 2006 sur Je pense à vous avec Édouard Baird. Suivront les comédies policières, Le Grand Alibi d'après Agatha Christie avec Miu Miu et Lambert Wilson, et Chercher Hortense en 2012 avec Jean-Pierre Bacri et Isabelle Carré. Après 2 infidélités, avec Bertrand Burgala sur Tout de suite maintenant et Bruno Coulet sur Les Envoûtés, il retrouve son compositeur. Alexei Haigui signe donc une partition à la fois modeste et enlevée, intimiste et romanesque, marquée par une certaine légèreté. Tandis que le piano et la clarinette évoquent tendresse et douceur, les cordes apportent une dimension dramatique, dont les ostinatos insufflent du rythme à la progression d'un combat pour la vérité de l'art. Écoutons cette musique de Alexei Haigui pour Le Tableau volé de Pascal Bonitzer. Un commissaire-priseur, c'est comme un chirurgien esthétique. Il faut lui faire confiance. Je suis maître German. Elle demande une expertise pour authentifier un Egon Schiele que possède un de ses clients. 99%, c'est un faux. Le garçon est ouvrier chimiste. Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille. Bonjour. 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 Il est vrai. Vous l'estimez à combien? 10? 12 millions. Maman. On le croyait détruit, il a disparu en 1939. Voilà quoi, ils ont passé leur belle jeunesse aux anciens propriétaires. Ils bossaient avec la police allemande. Il y a un mot qui explique tout, c'est dégénéré. L'art dégénéré. Moi, je veux pas de ce tableau. Alors, je veux pas avoir de sang sur les mains. Ce tableau, il l'a acquis en toute bonne foi. Il a droit à quelque chose. On va essayer. Je suis sûre que vous pouvez faire mieux que ça. Que disent les héritiers? You found it? I would stake my life. It's genuine. I am one of 9 legal heirs. Would your young man consider being the 10th? Rochebourg, ce nom vous dit quelque chose? Il m'a dit que le tableau va très mal se vendre, il faut pas qu'il aille aux enchères. Cette vente doit pas nous échapper, c'est crucial. Oui, c'est crucial. Mais c'est quand même à nous de décider de comment se vend ce tableau. Nous allons démarrer pour ce tableau à 8 millions d'euros. Au départ, c'est une histoire vraie. Et donc, Pascal Bonitzer, que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud, en Avignon, eh bien, nous parle de ce film. Et en même temps, il va nous expliquer tout cela. On s'identifie au personnage de ce jeune ouvrier qui, justement, reste
reste modeste. Je crois que c'est dans la réalité des choses, je crois que ça s'est passé vraiment comme ça. Et par exemple, la carte postale que reçoit André Masson à la fin, la personne donc, qui n'est pas commissaire-priseur dans la vraie vie, il était spécialiste d'art moderne dans une grande maison de vente internationale, mais pas commissaire-priseur. Mais il a vraiment reçu cette carte postale, enfin je ne sais plus si c'était une carte ou une lettre, qui lui disait en substance à peu près la même chose. Donc j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça très joli. Et en plus ça dit quelque chose bien sûr sur la personnalité de ce jeune homme qui pour moi est évidemment de très loin le plus sympathique de tout le film. Oui, parce qu'il est détaché de ça au départ, par rapport aux enjeux. Voilà, parce que sa première réaction, je ne veux pas de ce tableau, je ne veux pas avoir de sang sur les mains, et aussi et la réaction telle qu'elle m'a été rapportée réellement. Donc ça faisait évidemment de ce personnage quelqu'un qui est pour moi très, très émouvant, très, très touchant. Et j'ai été heureux de rencontrer Arkady Radev qui joue son rôle parce que je ne le connaissais pas du tout, j'ai choisi sur essai et j'ai trouvé qu'il incarnait vraiment remarquablement cette innocence et cette fraîcheur en fait qui est tellement loin de ce monde de l'argent qui est toujours un petit peu... Oui, voilà, en même temps, voilà, c'est vrai que c'est une situation où il y en a beaucoup qui feraient le contraire. Quoi. Voilà, et ça on sait très bien que effectivement des gens qui croient que leur destin un peu modeste va basculer et va devenir brillantissime parce qu'ils touchent brusquement une grosse somme d'argent, c'est souvent très, très illusoire et ça se retourne contre eux beaucoup. Donc c'est ce garçon est un sage. C'est une histoire qui a effectivement réellement eu lieu en 2006, je crois. Enfin, en tout cas, la découverte de ce tableau-là, d'Egon Schiele. J'ai gardé le tableau, évidemment, c'est une copie, dans le film. Mais j'ai gardé en tout cas la référence de ce tableau d'Egon Schiele, qui est donc un paysage intitulé Herbzone, je crois, qui avait disparu en 1939. J'ai repris, disons en gros, les circonstances de sa spoliation, de sa disparition, de la façon dont on l'a retrouvé, en changeant bien sûr les noms des protagonistes. Mais pour l'essentiel, j'ai imaginé à peu près, évidemment les personnages, par exemple le personnage non seulement du commissaire Freezer joué par Alex Lutz, mais également et bien entendu le personnage de la stagiaire qui sort absolument de mon imagination, qui était utile pour donner une passerelle au public pour pénétrer dans ce monde secret en fait des salles de vente, mais qui est un personnage de pure fantaisie. Vous avez rencontré des commissaires-priseurs, justement ? Oui, bien sûr, j'en ai rencontré. Il se trouve que j'en connaissais un ou deux personnellement, mais sinon j'en ai rencontré. J'ai rencontré entre autres la personne qui avait effectivement trouvé ce tableau-là, ce chef-d'œuvre. Ce métier est un métier où il faut séduire essentiellement. D'ailleurs, je veux dire, je connais personnellement effectivement un commissaire Freezer qui est très, très connu, qui m'a dit que quand il a commencé, son père lui avait dit mais mon garçon, est-ce que tu te rends compte que tu vas devoir faire la cour aux gens toute ta vie parce que effectivement, ça consiste à
faire le trottoir, j'ai entendu cette expression dans la bouche d'un autre commissaire-priseur. Il y a pas mal de jeux, de mensonges, de trahison, de bluff aussi. De bluff, énormément de bluff. Forcément, quand il est question d'argent, le bluff est toujours de la partie. Est-ce que des histoires comme ça, il y en a souvent, parce que c'est vrai que... Très souvent. Ah oui? Plus souvent qu'on croit, parce que c'est vrai qu'on croit que quand il y a des ventes aux enchères, c'est des choses qui sont communes, quoi. Mais d'aussi grande valeur, il y en a souvent. Enfin, très souvent. Je dis, tout est relatif, mais par exemple, des tableaux spoliés, on en retrouve très fréquemment. Et d'ailleurs, encore dernièrement, j'ai vu un article du New York Times où il s'agissait justement d'un tableau d'Egon Schiele. Qui avait été acheté comme ça et qu'il fallait restituer aussi à des héritiers parce qu'il y a une juridiction sur les tableaux spoliés qui fait qu'ils doivent être en tout état de cause rendus aux ayants droit, aux héritiers s'il en existe. Est-ce qu'il y a des films justement sur l'art qui part, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, donc on peut penser au Train dès le départ, après il y a eu des remakes, et puis en même temps il y a eu plein de films sur des tableaux justement ou volés ou retrouvés, donc c'est quelque chose que vous avez beaucoup vu dans le cinéma ou pas? Pas tellement, j'en ai vu quelques-uns, j'en ai vu souvent d'ailleurs de pas très bons. C'est quelque chose qui vous a toujours attiré, quoi. Non, l'art m'intéresse. Ouais, la peinture m'intéresse depuis toujours. J'ai même, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je ne savais pas si je voulais être cinéaste ou peintre. J'ai même pris des leçons de peinture chez un peintre qui avait une certaine cote à l'époque, quand j'avais 14-15 ans. Et il y a des cinéastes qui ont été peintres. Bresson a commencé par être peintre, Piala a commencé par être peintre, Antonioni a commencé par être peintre. C'est quelques grands cinéastes qui... Je ne veux pas du tout me comparer. Je veux dire, ce sont deux mondes qui ne sont pas aux antipodes l'un de l'autre. Est-ce que faire un film comme ça, c'est un certain luxe? Comment dire, ce qui était compliqué dans ce film, c'est que c'est un film qui est censé montrer un monde de richesse où il y avait très peu d'argent. On avait un budget très serré, un temps de tournage très serré, et donc il fallait trouver des... Voilà, il fallait trouver des décors, il fallait trouver qui malgré tout donne le sentiment qu'on était dans ce type de maisons de vente qui sont effectivement des maisons de vente internationales. C'est votre luxe à vous de tricher. Des maisons de vente comme Sotheby's ou Christie's, donc de toute façon c'est la maison de vente imaginaire de mon film qui s'appelle Scotty's. Le nom de Scotty's, en plus d'être un hommage à Hitchcock, est évidemment une allusion à Sotheby's, à Christie's. Les bandes originales consacrées au célèbre docteur de l'histoire du cinéma. Un autre docteur célèbre, le docteur Zhivago. Un film réalisé par David Lean en 1965 avec Omar Sharif et Julie Christie. La musique était composée par Maurice Jarre.
les Zoom Ciné sur les films à l'affiche cette semaine dans les salles de cinéma. Première réalisation du comédien Artus. Il réunit à ses côtés dans le film Clovis Cornillac et Alice Belaïdi. Alors un petit truc en plus, ça s'adresse à des personnes qui ont ces petites choses et ce petit truc en plus. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Un film où de véritables personnes handicapées jouent des rôles qui leur sont proches par rapport à leur handicap, et c'est d'un grand naturel. Artus respecte parfaitement ces personnes, et en même temps, il nous fait rire, et c'est ça qui est important, et même avec eux, on rit beaucoup, et eux, ils ont ri aussi sur le film. Nous écoutons Artus, que nous avons rencontré aux rencontres du cinéma de Gérardmer, et il nous parle donc de ces personnes. Ils ont ce petit truc en plus. J'ai vraiment retrouvé cette ambiance-là, cette joie de vivre, et moi je sais que les plus grands fous rires, c'est avec eux que je les ai attrapés sur des tournages, quoi, hein. Ah bah parce oui. Que la dérision, eux, au contraire, ils ne prennent pas ça mal. Donc vous leur avez même pas parlé de ça, vous avez fait ça naturellement, je pense. Oui, et puis c'est les premiers à dire les choses. En fait, il n'y a pas de tabou. C'est les premiers, si vous leur posez la question à Arnaud, à Marie, dire c'est quoi ton petit truc en plus, ils vont dire je suis trisomique. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. Il faut arrêter d'avoir peur des mots, d'avoir peur de... C'est comme ça, c'est voilà. Oui, les non-voyants, les... Mais oui, mais même ça, mais même les aveugles, les sourds, les nains, parce qu'il faut arrêter pareil d'essayer de rendre le mot. Moi j'ai un ami nain, il dit je suis un nain. À un moment, il faut arrêter de dire une personne de petite taille, une personne malentendante, une personne porteuse de trisomie 21. Oui, ça va, je suis gros. Moi j'ai été gros pendant des années, je suis moins gros qu'avant, mais j'étais pas en surcharge pondérale proche de l'obésité. J'étais gros. Il y a un moment, voilà. Non, c'est les premiers. Toi t'es chauve, toi tu perds tes cheveux, tous les trois d'ailleurs, tous les quatre. Voilà. Et en plus c'est les premiers à rire de ça, quoi. Non mais tu vois. Non mais on s'en fout, et tant mieux. Et oui. Appelons un chat un chat. L'autre fois j'étais avec dans un bar et il y a une serveuse noire. Et j'étais avec un ami à moi qui est noir et un autre ami qui est arabe. Et je dis en vanne, je lui dis, elle me dit c'est pour qui les verts? Je dis c'est pour mon pote le noir et l'arabe. Et ça la choque. Non mais et surtout là où ça la choque, c'est que je lui ai dit, on est d'accord que si je t'avais dit mon pote le Renoir et le rebeu, ça t'aurait pas choqué. Et elle me dit non. Je dis mais c'est exactement le même mot. C'est le même mot, juste dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est le même mot. Donc à un moment, pourquoi noir ça te choque et Renoir ça te choque pas? C'est juste qu'on l'a inversé et qu'on se dit ça va. Un black c'est pas ça va. Un noir, oh non, ça fait bizarre. J'ai dit c'est le même mot, appelons-le. Voilà. Est-ce qu'ils n'étaient pas réticents justement à ce que vous alliez leur faire faire parce que j'ai l'impression, moi ayant l'habitude de travailler avec eux, qu'ils donnent volontiers. Donc parfois il faut continuer pour eux. Ils aiment ça. Ah ben oui. Parce qu'on les écoute, quoi. Ouais, et puis ils s'amusent, mais après c'est comme tout, il y a des humeurs, il y a des jours où on a plus envie que d'autres, il y a des jours où ils avaient moins envie, mais après voilà, le but c'était d'écouter. C'est pour ça que je voulais un décor aussi un peu unique, quand on tourne au même endroit, ce qui nous permettait d'être sur les appuis et de se dire bon là la scène du repas c'est compliqué parce que il y a un tel et un tel qui est pas bien, qui a pas envie, machin et tout, mais c'est pas grave, on va faire la scène du foot, et puis on reviendra demain sur celle-là, et puis voilà. Il y a cette part d'enfance qui moi me plaît et m'attire. Je trouve que l'adulte trop adulte, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jacques Brel qui dit pour être vieux sans être adulte, c'est dans Les Vieux Amants. Il dit cette phrase que je trouve géniale parce que j'aimerais vraiment m'en finir vieux, mourir vieux sans jamais avoir été adulte. Et eux, je trouve qu'ils ont ça, ils ont ce côté, voilà, on s'en fout en fait, tout va bien. Alors que c'est eux qui ont le plus de choses où ils pourraient se dire le plus de vrais problèmes, on va dire. De vrais problèmes, et c'est les valides qui s'en plaignent le plus. Pour moi, la différence, c'est une force. Pour moi, c'est pareil, on est dans une époque où on essaie de lisser un peu tout le monde, de faire croire qu'il n'y a pas de différence, que les hommes et les femmes sont égaux, que les gens qui viennent d'Afrique du Nord, du Sud, d'Asie, de machin, sont tous pareils. C'est pas vrai. Et tant mieux, les hommes et les femmes sont pas pareils,
les ethnies sont pas pareilles, et tant mieux, c'est une force. Ne pas en rire, ça veut dire qu'on les met dans une case. Si j'ai pas le droit de faire des vannes sur eux, c'est parce que je les mets dans une case. Donc si je les mets pas dans une case, j'ai le droit de faire des vannes. Moi je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou, qu'il faut rire de tout. Cette envie de passer à la réalisation, c'est venu comment? Est-ce que c'est le sujet qui vous a pas forcé, mais... Alors déjà, pour ce projet-là, oui, je me serais pas vu le donner à quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui j'ai un peu cette légitimité et je me serais... Et puis c'est mon bébé, j'avais pas envie de filer le bébé à une nounou que je connais pas. Je voulais m'en occuper moi. Et puis je me suis toujours dit, ça a mis du temps, c'est un projet que j'ai depuis quasiment 10 ans dans les tuyaux et j'attendais le bon moment. D'abord j'ai mis un pied dans le cinéma, j'ai fait du cinéma, j'ai regardé et puis je me suis toujours dit que j'allais pas réaliser parce que c'était compliqué de réaliser. J'ai fait pas mal de films où je me suis rendu compte que le réalisateur faisait pas grand chose, malheureusement. Non mais je suis désolé qu'il venait valider un cadre de temps en temps, il disait ouais super machin et je me suis dit bah en fait si je crois que je peux le faire et je peux le faire peut-être mieux que ce gars-là. Donc voilà. Après j'ai eu la chance d'être entouré de Jean-Marie qui a été un allié de rêve et je lui ai dit c'est fini maintenant on fait tous les films ensemble. Je suis content parce qu'il m'a dit avec plaisir. Mais voilà parce que c'est un mec qui a de la bouteille c'est quand même le seul chef-op français qui fait partie du syndicat des chefs opérateurs américains et tout, donc c'est un monsieur quoi. Et dès le premier jour il m'a dit alors patron qu'est-ce qu'on fait? Et en fait je trouve ça génial parce que voilà ce gars-là qui a tout vu, tout vécu, qui a tourné dans le froid, qui a tourné dans le feu avec Notre-Dame, qui a tout tourné, il m'a dit vas-y c'est toi le patron, qu'est-ce qu'on fait? Tout en étant là et tout en ayant un œil hyper bienveillant et tout, j'ai adoré, c'est un allié que je veux vraiment garder le plus longtemps possible. Alors vous faites partie des réalisateurs qui vont dire que réaliser c'est se reposer un petit peu sur ses lauriers, mais quand même pas. Non, c'est pas parce que c'est quand même beaucoup de travail même en amont. Hein. C'est pas ce que je dis, c'est pas du tout ce que je dis, je dis que malheureusement on peut donner l'impression. Après c'est comme tout, c'est comme un Haaland, il peut jouer à 20%, il sera quand même au-dessus. Maintenant s'il décide de jouer à 100%, il va tout déchirer. Voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de réals qui ont fait des matchs à une époque à 100%, qui aujourd'hui ont acquis un statut machin et tout, et qui maintenant jouent à 20%. C'est tout. Moi mon film je l'ai fait à 100% et j'espère continuer à tous les faire à 100%. Et si dans 10 ans j'ai encore la chance de faire des films et que je serai à 20%, ça, je me dirais putain ça y est, je suis devenu voilà, ce genre de personne. Mais parce que comme dans tout métier, comme dans les acteurs, il y a des acteurs qui à un moment restent un peu dans leurs acquis, qui choisissent que des projets où on est bien, où on est tranquille, sachez le faire, et puis voilà. Moi j'aime bien essayer de me mettre en danger. C'est que Clovis en dehors du plateau, c'était le tonton de tout le monde et il était... En fait, je savais quand j'ai réfléchi au casting qu'il fallait que je trouve des acteurs, évidemment qui jouent bien, évidemment avec qui j'ai envie de tourner, et qui vont me soulager aussi. J'avais besoin d'acteurs qui, je savais que sur le plateau, allaient vivre avec eux, allaient partager, et qui allaient un peu m'aider à... Voilà. Il y a des acteurs que j'aurais pas pu gérer en plus d'avoir 10 acteurs en situation de handicap. Il y a des acteurs qui sont... Voilà. J'avais besoin de pas dépenser d'énergie pour eux. Et là j'ai que les acteurs pour qui j'ai dépensé zéro énergie. Ils étaient là, ils avaient le texte, ils étaient là, ils étaient bien et du coup je pouvais me concentrer vraiment que sur mes 10 acteurs avec un petit truc en plus. Non, puis c'est des acteurs généreux tous là, parce que c'est vrai qu'on les connaît depuis de film en film et même dans la vie, c'est des gens qui sont généreux, donc je pense que ça fait du bien à un tournage ça. Ah ben ils sont généreux, ils sont... et puis dans tous les cas, tu peux que relativiser sur un tournage comme ça. Je pense que même si des fois tu as un peu envie de râler parce qu'on t'a pas amené ton café, ben franchement tu vas le chercher et en fait tout va bien. Et vraiment, ça a mis tout le monde dans un truc. Je pouvais pas avoir de meilleurs alliés que Alice, Clovis, Marc et Céline. Franchement, ils ont été autant éduques à côté du tournage que pendant le tournage. Vous pensez que c'est un film qui peut faire évoluer les mentalités? Écoutez, j'espère. Moi, la seule chose que je voudrais, c'est qu'en fait, quand les gens sortent du film, se disent pas j'ai vu un film avec des handicapés, mais j'ai vu un film avec des acteurs. Voilà. Top. Il y a un monsieur qui m'a dit quelque chose que je trouve très bien, c'est une projotesse qu'on avait fait au début et il m'a dit si j'avais su que c'était un film avec des handicapés, je serais pas allé le voir. Et je suis ravi d'avoir été dans cette salle parce que et en fait c'est cela que je veux faire changer parce que hier c'est pareil, il y avait un monsieur qui organisait la soirée et qui m'a dit honnêtement au début je me suis dit putain
Parce qu'il dit, moi, je vous le dis sincèrement, dans la vie, j'ai du mal à aller vers les gens en situation de handicap parce que je sais pas comment y aller. Et c'est 90% des gens. 90% des gens, là vous faites rentrer quelqu'un, un trisomique dans la salle, 90% des gens vont pas savoir, ça va, vous voulez vous asseoir non, parle-lui normalement, il est debout, s'il veut s'asseoir, il prend une chaise, il se démerde, enfin tu vois, il y a un moment. Et 90% des gens savent pas comment réagir. Et lui il m'a dit, à la fin, j'ai eu envie d'être éduque, d'aller vers eux et tout. Et je suis ravi parce que c'est ces gens-là qu'il faut, moi, que les éduques et que les gens en situation et que les familles aiment le film, évidemment, tant mieux parce qu'il est fait pour eux, mais c'est surtout faire changer ceux qui sont là. Si je fais un film un jour sur le racisme, c'est pour faire changer les racistes, c'est pas pour faire changer les gens qui travaillent dans les associations anti-racisme. Eux, ils sont déjà convertis. Voilà. 33, dites 33, docteur, maintenant un autre docteur. Le docteur Popol, c'était Jean-Paul Belmondo de Claude Chabrol. Ce film avait été réalisé en 1972 et la musique est composée par Pierre Janssen, la direction d'orchestre Antoine Duhamel. Écoutons cette bande originale. Les Zoom Ciné sur les films à l'affiche dans les salles. Sorti ce mercredi, le film Borderline que nous avions découvert au Festival Ciné Horizontes de Marseille. C'était en novembre dernier, en 2023. Et le film, qui est un film espagnol, est un film de très bonne facture. C'est un film un peu flippant qui vous enlève l'envie de vouloir partir aux États-Unis. C'est l'histoire d'un couple qui, projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, qui quittent Barcelone pour New York, mais à leur arrivée à l'aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D'abord anodine, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu'un piège se referme sur eux. Pour ce film, nous avons rencontré la comédienne Bruna Cusi, Ciné Horizontes 2023, et nous recevons une jeune comédienne, Bruna Cusi. J'ai bien prononcé. Oui. Vous avez expliqué aux spectateurs que c'était en deçà de la réalité. Donc c'est comme souvent en fiction, c'est vrai que si on raconte complètement la vérité, le spectateur ne nous croit pas. Mais bon, c'est la vérité parce que c'est, comme tu dis, basé dans l'histoire des mêmes directeurs. Réalisateurs. Les réalisateurs, oui, les directeurs, c'est en anglais. Ils
ils ont vécu beaucoup de fois dans cette, comme tu dis, chambre d'interrogation. Alors, ils partent d'une histoire personnelle. Et on va dire en espagnol, cualquier cosa que parezca ficción, la realidad va mucho más allá la de la réalité va ficción. plus loin que ce qu'on voit dans le film, c'est arrivé au réalisateur en réalité dans sa vie. En fait, les réalisateurs ont travaillé pour rester à force parce que ouais, c'est, comme tu dis, es peor en la realidad que en esta película. C'est pire en réalité, mais il ne faut pas vexer les Américains là. Et est-ce que vous avez été déjà confronté personnellement à ce genre de choses en arrivant en aéroport? Non, parce que je suis européenne. Alors, quand européenne, j'ai allé à New York pour une fois et he sentido un poco el miedo o la sensación de ser siempre culpable, pero a la fin me han dejado entrar. Nunca he estado en un cuartito. Non, elle n'a jamais été dans cette situation, mais elle avait une angoisse quand même à passer les frontières. Il y a un problème de visa ou autre. Il faut remplir un papier quelquefois. Sí, sí, sí. Là, il y a un papel Sí, 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 el papel y de cuestions et beaucoup de choses. Mais je n'ai arrivé jamais à les chambres d'interrogation. Jamais d'interrogatoire particulier en étant soupçonné. Alors, il y a que les Européens sont mieux traités alors, d'après vous? Je pense que oui. Et ça, c'est en question que le film parle beaucoup parce que mon caractère, Hélène, elle habite à Barcelone, elle est catalane, elle est danseur. Et elle a un privilège en camp européen. Et Diego, comme tu dis, il est vénézuélien. Oui. Alors, il a menos privilèges. Oui. Il a moins de privilèges. Oui. Et on joue ça, Hélène, al principio de la película. Ella está muy segura de sí misma y no le tiene miedo a la policía. Au départ, elle était enthousiasmée de partir, elle n'a pas peur de passer les frontières, ni de rien, voilà. C'est sereine, tranquille. Y poco a poco se va desmontando. Peu à peu, ça monte en pression, quoi. Sí, se va desmontando oui. Y hasta llegar a la humillación. Sí, es una humillación política, social y también es el desmorone de una relación. O sea, como en una hora pueden... Sa relation s'écroule, l'attaque à la moralité, dans tous les aspects de... Oui, on ne va pas dévoiler la fin, mais ce couple, il est ébranlé. Si, oui. Oui, vous avez compris. Más o menos. La pareja se rompe más o menos, eso quiere decir. Sí. On ne sait pas comment ça va continuer, mais on pourrait avoir... On va voir. J'aime penser qu'ils resteront ensemble, mais on verra. Pour la partie musicale, marquons une pause avec encore une musique extraite d'un film sur un docteur célèbre. Ce docteur-ci, c'est le docteur Frankenstein. Alors, il y a eu beaucoup de versions du docteur Frankenstein. Il y a eu Docteur Frankenstein. Il y a eu aussi des films comiques sur le docteur Frankenstein. Et là, c'était Frankenstein Junior. Le film de Mel Brooks, réalisé en 1974, avec, dans le rôle du docteur Frankenstein, comme il disait dans la version originale, c'était Jane Wilder. Il y avait à ses côtés Peter Boyle qui interprétait le monstre et Igor qui était interprété par Marty Friedman, le serviteur, souvenez-vous, qui était hilarant. À l'époque, j'étais jeune, j'ai vu tout le film sur les genoux, tellement je n'arrêtais pas de rire. Voilà, écoutons cette musique composée par John Morris, Frankenstein Junior. Hit it! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different
types who wear a day coat, pants with stripes, or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mix. Alors nous sommes à Gérardmer, aux rencontres donc du cinéma de Gérardmer, avec Antoine Rimbaud et José Bové pour le film Une affaire de principe. Effectivement, tout ce qu'on apprend sur l'industrie du tabac, le lobby du tabac, leur manigance et leur sale coup, tout ça est vrai. Et sur les dangers du lobby du tabac, encore aujourd'hui, même si le film raconte comme ça une victoire, une petite victoire qui en amène d'autres, le danger est bien réel, ils sont toujours là évidemment, et puis ils sont en train d'inventer maintenant qu'ils sont forcés de constater que les fumeurs vont baisser, que tout le monde sait que c'est un poison qui vous tue. Donc ils cherchent effectivement des produits de substitution. Philippe Morris a racheté l'intégralité des brevets des cigarettes électroniques. Ils ont racheté pour 16 milliards d'euros le snus qui commence à vendre sur le marché américain et ça marche très très bien. Ils vont probablement essayer de libéraliser ce produit sur le marché européen. C'est 500 millions de consommateurs potentiels. Donc ils sont très armés, déterminés à ne pas perdre d'argent, enfin plutôt à continuer à gagner. Et il faut continuer les bagarres. Mais ça fait autant de mal, non, finalement, tous ces produits de substitution? Il n'y a pas le recul encore, mais... Il commence à y avoir du recul sur les... Vous avez enquêté aussi là-dessus? Ça, il y a des documents et avec les associations de lutte anti-tabac, ils sont tout à fait bien formés. Les cigarettes électroniques, il y a quand même de la nicotine, hein, donc c'est pas les mêmes façons d'attaquer, mais les gestes restent, donc les gens restent captifs de la même manière. Et avec le snus, on voit que c'est quelque chose qui intéresse même les sportifs. Hein, parce que ça fait un shoot de nicotine et donc très curieusement les sportifs ça donne à ça et c'est pas dans les règlements antidopage. Hein, donc à partir du moment où ça y est pas, ça peut être un très bon produit de substitution. Donc on voit ça à la fois dans des sports individuels et dans des sports collectifs, notamment comme le football. Et effectivement, on voit que ça fait de l'image pour les compagnies. Mais ces compagnies, en même temps, continuent à développer. Et je dirais qu'on peut dire qu'elles sont complices de tout ce qui est aussi les narcotrafiquants. Parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour les réseaux de distribution, quoi. Et donc là, on voit que la pieuvre est énorme, quoi. Hein. Oui, c'est un vaste sujet. Donc on se retrouve effectivement sur un système qui effectivement gangrène la planète entière. Et qu'est-ce qui aujourd'hui vous agace le plus? Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, parce que voilà, il y a des choses de différents niveaux. Donc c'est vrai que ce qui est en train de se passer en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine, effectivement pour moi c'est... Beaucoup de gens ne se rendent pas compte jusqu'à où ça peut aller, quoi. Et que donc là on est parti vraiment dans quelque chose qui peut aller très 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 loin. Et donc là, c'est l'ensemble de l'Europe qui, quand même, se retrouve en première ligne. Donc comment on réagit, comment on construit l'après, là, ça va être très, très difficile. Puis en même temps, il y a tout ce qui se passe autour des jeunes, là. C'est vrai que ce qui est en train de se passer est assez déroutant au niveau des lycées, des collèges, ces tabassages, ces morts. Et ça fait un lien aussi avec l'addiction aux réseaux sociaux, aux smartphones, où ces jeunes sont complètement
à l'intérieur de ça, ils vivent dans un monde parallèle. Oui, ils sont déconnectés de la ville. Et voilà, et c'est du monde virtuel, d'images, de textes, enfin bref, peu importe, et qui va très vite et tout ça. Et ça construit effectivement, j'ai l'impression, un cerveau très, très différent, avec pas de recul direct. Et ça, j'ai l'impression que c'est toute une génération qui a été élevée à ça. Et c'est vrai qu'après le Covid, après, voilà, ça crée tout ça, une ambiance très singulière qui fait que quelle peut être la prise de conscience pour sortir de cette addiction-là, qui est vraiment très puissante. Hein. Ah oui. Ah oui. Et qui dure plusieurs heures par jour, quoi. Oui. C'est pas. En même temps, ça atteint tous les esprits. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui atteint le cerveau. Même en politique, hein, on voit que c'est cinglé, quoi. Oui. On discutait avec des anciens et disaient, bon, il y a quelques années, il y a 30 ans ou 40 ans, les choses n'étaient pas aussi vite. Maintenant, avec les tweets ou n'importe, ou les réseaux encore plus rapides, tout prend une proportion gigantesque et ça sert surtout les extrêmes, les populistes qui sautent sur tout et après ils montent. On est capable en une heure de monter une espèce de mayonnaise invraisemblable qui est complètement folle, quoi. Et les rumeurs sont terribles et tout ça crée une situation où les individus sont paumés, quoi. Oui. Alors vous parliez justement de votre nouveau combat, de vous battre pour le film et le cinéma. Est-ce que ça vous a donné, est-ce que ça vous a incité à dire, puisque là c'est une histoire que vous avez apportée, est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin dans le monde du cinéma ? Écoutez, je pense que c'était une très très belle expérience. Bon, après j'ai eu plein de relations avec plein de cinéastes, parce qu'on a partagé les mêmes combats sur les droits d'auteur, et puis même au niveau international. Hein, c'était le combat qu'on a eu par exemple avec la Société des réalisateurs de films, avec Guédiguian notamment, ou toute cette bande-là de réalisateurs où on a bien essayé aussi de comprendre comment le monde fonctionnait contre la globalisation, quoi. C'est Robert Guédiguian qui avait sorti cette phrase géniale qui disait que la révolution, ça sera le jour où les paysans démonteront les multiplexes et les cinéastes les McDo. Donc voilà, voilà, donc il y a aussi ça, on a toutes ces relations-là qu'on a tissées depuis plus de 20 ans, 25 ans, peut-être même plus, quoi. Oui, donc vous étiez déjà dans le monde du cinéma. Mais effectivement, parce que sur cette question, c'était très rigolo, entre le droit d'auteur, c'est pas des brevets, c'est autre chose, c'est une création artistique, c'est quelque chose de vivant. Et donc il faut effectivement maintenir ça face à des gigantesques plateformes qui broient là aussi, et on le voit aussi, ce que devient le cinéma malheureusement, mais en même temps comment il échappe aux créateurs et aux spectateurs, et qu'en fait c'est plus de... Voilà, les gens vont pas forcément dans les salles, mais ils consomment des gros machins insupportables à regarder. Ah oui, j'allais le dire, mais qui sont irregardables, mais c'est ça la réalité aussi aujourd'hui du monde dans lequel on est, qui va assez bien avec ces machines à broyer les cerveaux, quoi. Donc ça contribue aussi à broyer les cerveaux. Vous soyez interprété à l'écran, est-ce que c'est quelque chose qui dérange, est-ce que ça perturbe ou pas ? Au début, parce qu'après vous y êtes habitué, puis maintenant je suppose que vous aimez l'interprétation qui a été faite. Au départ, à partir du moment où j'ai accepté de discuter, qui m'a dit très clairement qu'il voulait faire un film sur cette histoire, donc en utilisant des vrais personnages, des gentils et des vilains, bon, même s'il en a inventé un ou deux sympathiques, notamment le rôle que joue Clémence, donc le rôle de Clémence. Oui, la stagiaire. Voilà, donc ça c'est un personnage de fiction, mais qui permet de raccrocher tous les autres. Donc voilà, mais donc je savais bien qu'il y aurait aussi ma représentation dans le film, quoi. Donc ce qui était sûr, c'est que jamais j'aurais voulu jouer, mais en même temps, Antoine ne me l'a pas proposé, donc, et puis je savais bien que c'est pas quelque chose qui me convenait, ça n'a pas de sens, quoi. Ça aurait été idiot, quoi. Une affaire de principe, et voilà, le titre n'est pas anodin non plus. Tout à fait. Merci José Bové. Merci à vous. Un docteur plus célèbre pour les plus jeunes, avec les Marvel. Si je vous dis Docteur Marvel, non, c'est Doctor Strange, un personnage de Marvel, un film qui a été réalisé dans les années 2000, et donc qui était dédié au personnage, et que l'on voit aussi apparaître le Doctor Strange dans beaucoup de Marvel.
et de beaucoup de films de la franchise, disons. Alors, et donc là, en 1967, pour illustrer le Docteur Strange, eh bien, dans le film qui lui est dédié, il y a une reprise d'une chanson des Doors qui s'intitule « People are Strange ». People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler de passage à l'an 2000 et de technologie débridée. Je voulais vous parler de Strange Days. Pour commencer, voici un résumé de l'histoire. Le film se passe à Los Angeles pendant la nuit du passage à l'an 2000. Lenny Nero, un policier déchu, opère un important trafic de mini-clips retraçant des événements vécus par la personne les ayant filmés. Un appareil technologique nommé le Squid, connecté sur le cerveau du spectateur, permet de visionner ces événements à travers les yeux du filmeur et de ressentir les mêmes émotions que lui. Le film retrace l'enquête de Lenny Nero alors qu'il tombe sur un mini-clip particulièrement violent. Le film est réalisé en 1995 par Catherine Bigelow. Il s'agit d'une collaboration entre James Cameron, réalisateur qu'on ne présente plus, auteur entre autres de Aliens le Retour et d'Avatar 1 et 2, et de Catherine Bigelow qui n'était pas encore la réalisatrice oscarisée qu'on connaît aujourd'hui, mais qui avait déjà réalisé Point Break avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. C'est la première fois que James Cameron travaille en collaboration avec quelqu'un sur la réalisation d'un film. De nombreuses divergences artistiques au niveau du scénario apparaîtront. James Cameron souhaitant réaliser un film de romance où un héros tragique voulait sauver sa bien-aimée dans un film où le côté science-fiction était plus léger, mais Catherine Bigelow visait vraiment un film plus engagé, plus politique, plus violent, plus proche d'une imagerie électropunk. Les divergences de scénario seront réglées par la participation de Jay Cox, scénariste attitré de Martin Scorsese, qui mélangera les idées de Bigelow et de Cameron. Un événement judiciaire va faire son apparition dans les JT américains de l'époque et donner un nouvel essor à ce projet initié par Cameron, mais dont les projets successifs comme Aliens 2 et Abyss avaient retardé. Il s'agit du passage à tabac de Rodney King et des émeutes qui ont succédé, et surtout la relaxation des policiers incriminés, un sujet qui donnera au film son imagerie anarchique et punk, sous fond d'émeutes et d'angoisse au sujet du passage à l'an 2000. Les images du Squid ont nécessité la création d'une caméra nouvelle, développée pendant 1 an, pouvant permettre une instabilité mimant le regard humain et sa rapidité, ainsi qu'une bonne lecture de plan.
Malheureusement, malgré tout ça, le film sera un échec amer, ne pouvant ni compter sur le bouche à oreille, ni sur la publicité qui fut désastreuse. Ce qui n'empêchera pas le cinéma et aussi les jeux vidéo de s'inspirer du film pour la science-fiction à venir, comme le jeu vidéo récent Cyberpunk 2077, qui s'inspirera du Squid pour créer les cassettes DS et les vertus qui parsèment la progression du joueur. Bien sûr, il est évident que Strange Day comporte un véritable message politique, tant l'affaire Rodney King a inspiré son écriture. Ainsi, on comprend pourquoi l'intrigue principale suit parallèlement l'affaire de l'assassinat du personnage d'un rappeur nommé Jericho One, dont les textes présentés dans le film dépeignent une Amérique corrompue et raciste. Mais le film comporte peut-être un autre message plus philosophique. C'est la simplicité et la banalité avec laquelle est présentée la technologie du Squid. N'importe qui peut vivre n'importe quelle expérience pour quelques minutes, par procuration. Lenny Nero, le personnage principal, est au centre de ce trafic, mais en est également dépendant. Il est surtout incapable de choisir quelle voie suivre entre ses souvenirs, qu'il revit sans cesse, se perdant dedans, et l'importance de la réalité qui ne l'attend pas et avance sans lui. Que doit-il choisir? À force de revoir constamment nos souvenirs sur des cassettes, ne risquons-nous pas d'en perdre la saveur, d'oublier les frissons qu'ils procurent quand ils apparaissent dans notre esprit de manière inopinée? C'est l'aventure que vivra Lenny Nero. Son but est de se défaire, de se guérir de ses souvenirs. Si ce film nous apprend quelque chose, c'est l'importance du cycle du passage d'un moment vécu à l'état d'un souvenir, et de n'en garder que le frisson. Nous sommes tous faits de ces souvenirs qui nous rappellent d'avancer toujours, même si tout ne fait que passer. Mais l'important ce n'est pas seulement le souvenir en lui-même, mais l'émotion qu'il nous procure, et qu'il est important de lâcher les écrans pour vivre l'instant présent. C'est ainsi que les souvenirs se fabriquent et qui nous font avancer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à découvrir Strange Days de Catherine Bigelow. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Pensez à vivre l'instant présent le plus longtemps possible. C'est tout pour moi et comme dit Tarantino, viva le cinéma! C'était un événement, nous l'avons rencontré aux Rencontres du Sud, Viggo Mortensen, pour son film Jusqu'au bout du monde. Il sort aussi ce mercredi dans les salles de cinéma. Viggo Mortensen dirige Vicky Krieps, la vie dans l'Ouest américain dans les années 1860, après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigrée d'origine danoise. Vivienne Le Coudi, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule. Elle doit désormais affronter Rudolf Schiller, le maire corrompu de la ville, et Alfred Jeffries, important propriétaire terrien. Il lui faut surtout résister aux avances plus qu'insistantes de Weston, le fils brutal et imprévisible d'Alfred. Quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes. Ils doivent réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus et apprendre aussi, lui, il doit apprendre ce qui s'est passé et ce que sa femme a subi de la part de ses hommes. Donc un beau film, un beau personnage de femme, une femme forte, un film que je vous conseille. Viggo Mortensen réalise un très beau western, un western où l'on prend son temps et en même temps il sublime la femme et l'Ouest américain. Nous écoutons Viggo Mortensen que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud en Avignon. Et il nous parle donc tout de suite en répondant à mes questions. Et je vais commencer par la fin, parce que justement, ce monde-là, par métaphore, il faudrait en finir. Est-ce que c'est ce qu'on peut traduire par jusqu'au bout du monde? Et cette phrase de fin qui est dite, justement, d'en finir avec ce monde-là, et ce type de situation qui tue justement la civilisation. Bon, le titre en français, ça va être la même chose en Espagne, hasta el fin del mundo. Et c'est surtout parce que c'était impossible de faire une bonne traduction du titre en anglais. The Dead Don't Hurt veut dire deux choses. Que les morts ne peuvent pas faire du mal et ils sont pas le douleur. On ne peut pas traduire ça en français. Et puis on a pensé que, comme vous dites, qu'il y a 3 fois qu'on écoute une phrase similaire dans le film. Et c'était, à notre avis, une bonne idée. Mais c'est pas la traduction littérale du mot, du titre, c'est surtout justement d'en finir avec ce monde dans lequel nous vivons. Moi, c'est ce que j'ai ressenti.
Et donc ces personnages, comme les personnages qui commettent des actes qui sont répréhensibles, c'est vrai que c'est avec ça qu'il faut en finir. Moi j'ai pris ce film comme ça. On vit dans l'espoir. Mais c'est jamais possible, ça va jamais possible d'éliminer le mal, ni le racisme, ni toutes les choses terribles que les êtres humains sont capables de faire. C'est la leçon, c'est qu'on doit commencer à nouveau avec chaque nouvelle génération, et c'est ça qu'on imagine que le père va faire avec ce petit garçon à la fin. Les Zoom Ciné sur les films sortis dans les salles de cinéma ce mercredi. Petite main, c'est le titre de ce film. Un film réalisé par Nessim Chikawi, avec dans les rôles principaux Lucie Charles Alfred, Corinne Maziero. Le film rend hommage à ces femmes, ces petites mains dans les hôtels, dans les restaurants. Il parle de nous, de nos parents, de tous ces métiers qui sont considérés comme des sous-métiers, mais non, sans elles, eh bien, sans ces petites mains, eh bien, nous ne saurions rien. Rien n'avait préparé Eva à l'exigence d'un grand hôtel. En intégrant l'équipe des femmes de chambre, elle fait la connaissance de collègues aux fortes personnalités, Safiatou, Aïssata, Violette et Simone. Entre rire et coups durs, la jeune femme découvre une équipe soudée et solidaire face à l'adversité lorsqu'un mouvement social bouscule la vie du palace. Chacune de ces petites mains se retrouve face à ses choix. Un film aussi inspiré d'événements réels. Il est question d'humanité et en même temps il faut considérer ces femmes-là. Nous avons rencontré aussi bien aux rencontres de Gérard May, aux rencontres du Sud aussi, eh bien, le réalisateur Nessim Chikawi, ainsi que Lucie Charles Alfred et Mariana Gueil. Donc Nessim Chikawi, et nous recevons une comédienne avec qui vous n'étiez pas à Avignon, aux rencontres du Sud, avec Lucie Charles Alfred. C'est un film nécessaire, c'est un film qui est en continuité de ce qui peut être fait en ce moment. Lucie, vous, qu'est-ce qui vous a interpellé pour jouer justement ce rôle principal et puis en même temps de vous intégrer dans cette équipe? Oui. Déjà, j'avais déjà eu la chance de travailler avec Nessim sur mon premier long métrage Placé, qui est un peu une suite justement à Eva, dans sa condition. En même temps, on ne va pas lui dire, mais c'est vrai que la comédienne qui est venue en Avignon avec lui nous a dit qu'il était parfait pour filmer les femmes, qu'il comprenait les conditions des femmes, donc c'était un réalisateur idéal. Vous êtes d'accord? On fait semblant qu'il ne soit pas là. Hein? Non, franchement, je suis complètement d'accord. Il est engagé, il est honnête, c'est quelqu'un de très humain et j'adore travailler avec lui. Parce qu'on parle des petites mains, mais c'est des grandes dames, c'est des dames, ces gens-là, pleins de force, pleins de dignité. Et tout, et de voir surtout un homme, à mon avis. Et votre personnage, vous, comment il vous a interpellé par rapport justement à tous les autres? Comment vous... Du soleil, des pépites. Voilà, je la voyais, et je pense toi aussi évidemment, parce que tu es notre guide, n'est-ce pas? On donne de soi, mais il y a aussi le réalisateur qui est là, qui dessine les trajets, les trajectoires de chaque, voilà, qui a sa vision de chaque personnage. Et du coup, moi j'ai écrit pour elle le rôle d'Eva, parce que oui, c'était une suite à placer. Donc elle n'avait pas trop de choix déjà, parce que j'aurais été dans la merde. Mais non, c'était... En plus, vous êtes bien placé. Voilà. Ouais. Est-ce que vous connaissiez ces problématiques de ces femmes? Je les connaissais, mais j'avais pas toutes les connaissances, notamment sur les boîtes de sous-traitance, comment ils traitaient justement ces employés, ces femmes-là. Puis ça m'a permis du coup d'avoir un autre regard quand je vais à l'hôtel, tout le travail derrière. Donc voilà, c'est venu, c'est vrai, élargir mon regard et ma conscience sur ce travail-là et cette sous-traitance et cette souffrance aussi sur ces conditions qui sont misérables, quoi. Enfin, l'exploitation, ouais, pure et dure. Et donc ça m'a... Oui, ça me réengage davantage, quoi. Ouais. C'est vrai que votre film peut changer les mentalités.
peut améliorer en tout cas. Ouais, j'espère en tout cas. C'est vrai que c'est important, c'est ce qu'on disait, c'est gagner de la considération et avoir un regard, comme dans le film, et des scènes moi qui m'émeut, c'était quand elle dit bonjour à l'homme, enfin un homme qui ramasse des bouts de papier. Oui. C'est ce genre de choses moi qui me touche. Enfin, c'est le respect de l'être humain, parce que ça aurait pu être ma mère, c'était mes tantes, c'était la mère de sa meilleure amie. Voilà, c'est des gens. C'est comme moi quand je suis au restaurant, souvent. Mon père et ma mère travaillaient dans un restaurant. Et donc souvent je ramasse les assiettes et je fais tout en sorte pour que ça soit plus facile. Mais parce qu'à chaque fois je me dis ça aurait pu être mes parents. Et donc oui, j'aimerais qu'on puisse se dire ça, quoi. C'est que ça peut être soit nous, soit nos proches. Je vous conseille donc Petite Main, sorti ce mercredi dans les salles. Et je vous rappelle que tous les entretiens que vous avez pu entendre dans cette émission, là ce ne sont que des extraits, mais nous vous faisons écouter les entretiens dans l'intégralité sur notre chaîne YouTube, Cinézoom 2, Gérard Chargé, donc le chiffre 2. Les Zoom Ciné sur les films sortis dans les salles ce mercredi. Nous terminons cette rubrique qui était assez longue aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'actualités avec les entretiens que nous avons faits. Eh bien, nous terminons avec Le Silence de Cybèle. Là, nous n'avons rencontré personne, mais c'est un film coup de poing que je vous conseille, je l'ai vu. Un film réalisé par Ali Yeganeh, un film français qui est un film très important. Il a obtenu de nombreux prix dans de nombreux festivals. Et ce Silence de Cybèle, c'est une histoire qui se passe en août 2014 à Sinjar, au nord-ouest de l'Irak, chef-lieu des Yazidis. À 13 ans, Cybèle est enlevée par des hommes de Daesh devant sa famille qui est massacrée. Comme des milliers de femmes et de jeunes filles, elle sera réduite à l'esclavage sexuel, torturée et violée parce qu'hérétique pour ses bourreaux. Userche, petite ville du centre de la France, ophtalmologiste d'une quarantaine d'années, née en France d'origine kurde, Anna ne peut tolérer les atrocités commises contre les femmes yazidis. Anna a réussi contre rançon à arracher Cybèle à son enfer et l'a adoptée. Elles reviennent en France et Anna s'efforce de lui faire une vie normale, pleine d'amour et d'attention. Pourtant, tout en acceptant cette nouvelle vie, l'adolescente refuse de parler. Ce corps violé et torturé lui fait horreur. Quelle vie désormais pour cette jeune fille? Une histoire flippante et émouvante qui montre toute l'horreur et les conséquences que procurent les fanatiques, ces hommes de Daesh au nom d'une religion. Ces hommes devraient être jugés comme criminels et avoir un châtiment exemplaire. On peut se demander comment est-ce possible que la communauté internationale des droits de l'homme ne puisse pas intervenir sur ces groupes armés, puisqu'il est possible de racheter les victimes après ces atrocités. Il faudrait anéantir ces bourreaux bien avant. La séquence du début est difficilement supportable et soutenable. Pourtant, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe. C'est la tension et la peur qu'engendrent ces hommes sans scrupules qui nous interpellent avec force et puissance. C'est remarquablement filmé. On nous assène un grand coup de poing d'un seul coup et ensuite des bribes d'agissement apparaîtront subrepticement à plusieurs reprises dans la phase de reconstruction de cet enfant de 13 ans traumatisé à vie. Se remettra-t-elle d'un tel traumatisme et de tels sévices? Le traumatisme n'a jamais été aussi bien restitué dans un film. La petite fille qui joue Cybèle, Mélissa Boros, est remarquable. Laetitia Eido la seconde parfaitement par une complicité et une empathie naturelle en jouant le rôle de sa mère adoptive. Un film à ne pas manquer, un film qui porte vraiment à la réflexion, et c'est vrai que cette thématique en ce moment, elle est beaucoup présente dans les créations cinématographiques, mais elle est vraiment importante, je pense, pour l'avenir. Je vous rappelle que le film est sorti ce mercredi, Le Silence de Cybèle. Une avant-première avec notre partenaire Artplex pour ce film Furiosa, une saga Mad Max. Si vous voulez obtenir des places, le mardi 21 mai à 21h, il y a aussi l'avant-première en version originale sous-titrée. Et donc vous pouvez nous téléphoner au 06 09 17 41 64 et nous vous offrons des places de cinéma pour voir ce film pour 2 personnes. Voilà, donc une invitation pour 2. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Il est temps de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission
une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.